Bonjour à vous, chers étudiants. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo du deuxième TD d'écologie, où vous avez comme chargée de cours Madame Belgerif. Le contenu de ce TD a été préparé par le très regretté professeur Jamel Zouer. La première partie de ce TD vous a été présentée et très bien expliquée par ma collègue Madame Thiers. Donc pour cette deuxième partie, je prendrai en charge cette deuxième partie. Donc avant d'entamer le vif de ce sujet, donc de ce TD qui s'intitule les facteurs biotiques, nous allons revoir un tout petit peu justement quelles sont ces notions-là. Alors, les facteurs biotiques sont l'ensemble des influences qu'ont les êtres vivants sur les autres êtres vivants dans le même milieu. En d'autres mots, les facteurs biotiques représentent l'ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème. Vous voyez sur cette diapositive un schéma qui représente ces différentes interactions entre les deux vivants. Ici, vous avez les deux espèces, A et B, et différentes interactions qui peuvent exister entre ces deux-là, ainsi que les différents effets qu'ont chacune sur l'autre. Donc je vous laisse le soin de lire ça chez vous en mettant pause sur la vidéo. Donc ici, pour encadrer les objectifs de ce TD, nous allons voir ensemble ces relations qui peuvent s'établir entre différentes espèces, tout comme la compétition ou encore la notion de dominance-abondance. Et ceci se fera à travers l'étude de la distribution dans l'espace et à travers le temps d'un peuplement de zooplancton. Alors, donc ici, quand je dis peuplement de zooplancton, j'entends bien sûr un ensemble d'individus de zooplancton qui appartiennent à différentes espèces. Donc, avant de passer justement de rentrer dans le vif de ce TD, nous allons voir qu'est-ce que le zooplancton. Donc, le zooplancton est un être vivant métazoaire qui peut être carnivore, mais est pour la majorité du temps phytophage. Le zooplancton comporte plusieurs espèces et est en effet très diversifié. Donc ici, sur cette image, vous pouvez voir quelques individus appartenant à différentes espèces de zooplancton. Sur cette diapositive, on met en évidence une relation qui peut exister au sein de la biomasse planctonique. Donc biomasse planctonique, j'entends par là l'ensemble du zooplancton et du phytoplancton. De sorte qu'il existe une relation trophique entre ces deux groupes-là. Donc en effet, le phytoplancton constitue la principale ressource alimentaire pour la majorité du zooplancton. Donc ici, il y a une relation et c'est une relation de survie en fait. Pour le zooplancton, il est impératif de se procurer du phytoplancton qui constitue son aliment de base pour assurer sa survie. Alors l'étude dont fait l'objet ce TD a été réalisée au niveau d'un barrage d'eau ici en Algérie. Donc lors de cette étude, on s'est essentiellement intéressé à uniquement deux groupes de zooplancton, à savoir les cladocères et les copépodes. Donc ici, quand je dis cladocères et copépodes, comprenez bien qu'il s'agit d'un ensemble d'individus appartenant à plusieurs espèces différentes. Ici, on vous met en image deux individus sélectionnés au hasard qui représentent chacun de ces groupes indépendamment. Ici, vous avez en image une vue aérienne de ce barrage, c'est le barrage de Taxep. Donc, c'est un barrage qui se situe à Tizi Ouzou. Ce barrage-là, comme vous savez, le barrage, c'est un stockage d'eau. Et cette eau va être utilisée par la population. Donc, cette eau doit répondre à un minimum de normes de qualité pour pouvoir être consommée par l'être humain. Donc, il faut veiller à ce que l'eau ait une bonne qualité. Donc, cette eau-là peut voir sa qualité d'eau être détériorée justement par quoi? Ce barrage-là peut être malade, c'est-à-dire il y a une pathologie qui peut l'atteindre et qui est l'eutrophisation. Donc cette eutrophisation, c'est quoi? Donc très brièvement, c'est juste une prolifération, une surprolifération d'algues, de phytoplancton qui ont trouvé suffisamment de ressources nutritives pour se multiplier très rapidement et une faible présence d'une population de zooplancton qui pourra réguler cette population-là. Donc il y aura un déséquilibre dans cet écosystème. Là,
le biologiste doit intervenir pour remédier à justement cette catastrophe-là. Ici, vous pouvez considérer que ce barrage est comme un patient et vous devez jouer un tout petit peu le rôle du médecin pour pouvoir déterminer quelle est la pathologie exacte et quelles sont les mesures à entreprendre pour régler ce problème. Sur cette image, on peut voir la station numéro 1 où notre échantillon a été effectué. Il se situe sur la berge droite de ce barrage-là. Donc ici, c'est la station numéro 2 où notre échantillon a été aussi effectué. Donc ça, il se trouve sur la berge gauche de ce barrage. Enfin, ici, c'est la troisième station qui a été choisie. Elle a été choisie au centre de ce barrage. Donc, on a diversifié les lieux d'échantillonnage. Justement, c'est pour avoir une meilleure appréciation de la diversité zooplanctonique qui peut subsister ici. Là, nous allons parler des méthodes d'échantillonnage, donc comment les scientifiques ont pu recueillir justement ces échantillons de zooplancton, quel est le procédé qu'ils ont suivi, le matériel qu'ils ont utilisé pour pouvoir recueillir ces échantillons-là. Alors, le prélèvement a été effectué à l'aide d'un filet à zooplancton. Donc, c'est un filet, comme vous le voyez sur l'image, il est constitué justement d'un filet qui a un maillage très très fin, il est de 105 micromètres. Donc, ce filet-là, il va laisser passer l'eau, mais il va retenir captif à l'intérieur le zooplancton qui est de plus grande taille, donc il ne pourra pas passer à travers ces mailles-là. Donc en haut, vous pouvez remarquer qu'il y a une ouverture de 30 centimètres. Justement, c'est pour permettre à l'eau de rentrer avec le zooplancton. Et enfin, en bas, tout en bas, il y a le collecteur, ou bien on peut appeler ça pilulier. C'est quoi? C'est tout simplement un récipient qui va me recueillir le zooplancton qui reste captif dans le filet, donc il va glisser et se retrouver dans le collecteur. Donc après le prélèvement, nos échantillons seront traités et conservés. Donc il faut fixer cet échantillon pour ne pas détériorer sa qualité. Deuxièmement, il faudra passer par la détermination d'espèces. Donc les scientifiques vont avoir recours à plusieurs ouvrages pour pouvoir justement trouver ces clés de détermination en utilisant des loupes binoculaires et parfois même jusqu'au microscope. Après cela, les individus seront classés en espèces puis dénombrés. Donc après traitement justement de ces échantillons, les scientifiques ont pu déterminer quelles sont les différentes espèces qui étaient présentes. Donc ici vous avez trois photos d'individus représentant chacun une espèce et ces espèces représentent le groupe des cladocères. Donc pareil ici, sur cette diapo, vous avez différentes photos d'individus appartenant chacun à une espèce et ces espèces-là représentent le groupe des copépodes. Pour l'étude qualitative du zooplancton présent dans ce barrage-là, regardez comment les scientifiques ont procédé. Dans ce tableau-là, pour le groupe des cladocères, les scientifiques ont pu trouver 11 espèces appartenant à ce groupe-là. Tandis que pour les copépodes, les scientifiques ont pu trouver que 3 espèces. Donc l'étude qualitative, c'est tout simplement c'est pas la peine de compter le nombre d'individus par espèce par exemple. Il suffit juste de noter s'il y a absence ou présence de cette espèce. S'il y a présence de cette espèce, je la note. S'il n'y a pas d'espèce, je la note pas. Pour l'étude quantitative du zooplancton, nous devons passer par le calcul de l'abondance relative. Alors cette abondance relative, c'est quoi? C'est en réalité le nombre d'individus de l'espèce I, c'est-à-dire quand on va dénombrer les espèces, on va faire la reconnaissance des espèces, on va pouvoir compter le nombre d'individus qui appartient à chaque espèce. Donc c'est ce nombre-là d'individus qui appartient à chaque espèce que nous allons diviser par le nombre total d'individus de toute espèce confondue qu'on a trouvé. Et bien sûr, ce chiffre-là qu'on trouvera, on va le multiplier par 100 car l'abondance relative se donne en pourcentage. Alors, ici dans ce tableau, il représente les abondances relatives en pourcentage des principales espèces trouvées au niveau des différentes stations. Donc regardez ici. Pour les copépodes, on a décidé de garder qu'une seule
espèces. Pour pouvoir faire ce travail-là, on a considéré une seule espèce dans le groupe des copépodes. Par contre, pour le groupe des cladocères, on a pris en considération 3 espèces. Alors regardez ici, nous avons la colonne des stations. Donc pour la station 1, station 2 et station 3, vous remarquez qu'à côté, il y a les mois où le prélèvement a été effectué. Par exemple, pour la station numéro 1, pour le mois de mars, on a trouvé 84,63% de copépodes, d'accord, de cette espèce-là de copépodes, comparé à 6,58 d'une espèce de cladocère et de 0,39 d'une autre espèce de cladocère, et enfin la dernière espèce de cladocère à hauteur de 1,17%. Donc là, c'est le nombre d'espèces qu'on a pu trouver dans chaque échantillonnage qui a été effectué dans chaque mois, dans chaque station, et on nous donne l'abondance relative de cette espèce-là par rapport à chaque station et à chaque échantillonnage. Mais ici, quand on vous donne un tableau comme ça, des données brutes, ce n'est pas très parlant. Donc pour rendre tout ça parlant, il faut mettre ces données-là sous forme d'histogrammes. D'accord? Donc pour mettre les données, pour être clair dès le départ, regardez, pour les copépodes, nous avons qu'une seule, pour les copépodes ici, nous avons qu'une seule espèce à prendre en considération. Par contre, pour les cladocères, nous avons 3. Donc ce qu'il faudra faire au départ, vu qu'on a 3 espèces de cladocères, il faudra faire une moyenne arithmétique de ces 3-là. Par exemple, pour avoir l'abondance relative des cladocères, par exemple, pour la station numéro 1, le mois de janvier, je vais faire 27,58 plus 34,48 plus 6,89 et tout ça, je vais le diviser par 3 pour avoir justement la valeur des cladocères. Donc bien sûr ici, une définition statistique de qu'est-ce qu'un histogramme s'impose. Donc là, vous avez un repère orthonormé, vous voyez des rectangles qui sont disposés sur cet axe-là. Donc pour la définition statistique pure et dure, je vous laisse lire ça. C'est sur la diapo. Donc par contre, par rapport à notre étude, vous avez l'axe des x qui sera remplacé par le temps et l'axe des y qui comportera notre abondance relative. Donc ici, chaque rectangle, la base de chaque rectangle, la largeur de ce rectangle-là va me représenter la période, le temps, le mois par exemple, et la longueur, ça sera la hauteur de notre pourcentage de l'abondance relative. Donc là, regardez, nous avons en image justement cet histogramme-là qui a été fait à partir des données que nous avons recueillies pour la station numéro 1. Donc ce que je peux remarquer par exemple que pour le mois de mars, il y a une dominance claire des copépodes par rapport aux cladocères et même en avril. Cependant, au mois de mai, la tendance s'inverse. Au mois de mai, juin et juillet, on remarque que par rapport au groupe des cladocères, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux des copépodes. D'accord? Donc retenez ça bien en tête que là, à une certaine période, on a eu une dominance des cladocères par rapport aux copépodes, donc mai, juin et juillet, et par rapport à mars et avril, nous avons eu une nette dominance des copépodes par rapport aux cladocères. Donc là, par rapport à la station numéro 2, nous remarquons que même au sein du même barrage, et c'est-à-dire dans le même temps, c'est-à-dire la même période d'échantillonnage, on remarque que entre la station numéro 1 et la station numéro 2, il y a quand même de la variation. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussi ici? Que pour le mois d'avril, il y a toujours cette dominance des copépodes par rapport aux cladocères. Puis, dès que le mois de mai arrive, la tendance s'inverse. Donc les cladocères sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus abondants que les copépodes dans notre échantillon, et ceci se poursuit lors du mois de mai, juin, ainsi que juillet. Donc ici, par rapport à la station numéro 3, on peut remarquer qu'il y a encore une variation dans les abondances relatives, mais alors que les échantillons ont été effectués dans la même période, juste à des stations différentes, mais toujours du même barrage. Donc ici,
Regardez, au mois de mars, on peut remarquer qu'il y a une dominance claire des cladocères par rapport aux copépodes. Puis la tendance va s'inverser au mois d'avril. Au mois d'avril, je remarque que l'abondance relative des cladocères diminue en faveur de l'abondance relative des copépodes qui, elle, augmente. Puis, encore une fois, en mai, la tendance va s'inverser de nouveau pour se poursuivre en juin et juillet. Donc, comment on peut expliquer justement cette différence entre les abondances relatives dans différentes périodes? Donc, on peut émettre des hypothèses, pardon. Donc, ici, c'est soit par rapport à la présence de nourriture. Donc, la nourriture, par exemple, des cladocères et des copépodes, le régime alimentaire peut être, pardon, différent. Et là, il y a présence ou absence de leurs ressources de nourriture à un moment donné T qui va favoriser le développement d'un groupe par rapport à un autre, ou bien c'est tout simplement par rapport à la variation du climat. Donc, la variation des températures de ce milieu-là peut influencer l'abondance relative de tel groupe par rapport à tel groupe. Ces fluctuations que nous avons vues auparavant dans l'abondance relative de ces groupes-là, copépodes et cladocères, nous révèlent qu'il existe une compétition interspécifique entre ces deux groupes-là, de sorte que chacun de ces deux groupes est caractérisé par la dominance d'une ou de plusieurs espèces pour des périodes bien précises. Donc jusqu'ici, nous venons d'achever la première partie de ce TD numéro 2. Donc bientôt nous vous partagerons la vidéo suivante qui parlera justement qui portera sur la deuxième partie de ce TD là. Donc j'espère que les informations ont été claires. En cas de besoin, je vous laisse mon email ici si vous avez des questions ou bien je me ferai un plaisir de vous répondre.